Merci, on reprend avec l'intervention de Claudio Paolucci, qui est professeur au département de philosophie sémiotique à l'Université de Bologne et coordinateur du doctorat, je crois que national, non? Philosophie sémiotique, non? Oui, c'est les deux. Donc, il a beaucoup travaillé sur sémiotique, sur Peirce, sur Genslev. Je vais citer juste quelques ouvrages: Structuralisme et interprétation, Persona, que vous connaissez tous, un livre dont on a beaucoup parlé, même, sur ces plateaux, sur ce plateau. Cognitive Semiotics, récemment aussi, il est le chercheur principal de plusieurs projets européens. Et aujourd'hui, il va nous parler, comme vous le voyez sur l'écran, des énonciations machine-agencement. Merci beaucoup, Claude. À toi la parole. Je te laisse la main sur PowerPoint. Merci, merci. Merci à toi, Juan, et aussi à Giulia pour l'invitation. Comme toujours, un honneur ici. Et je m'excuse avant tout pour détruire votre langue maternelle. S'il n'y a pas c'est assis des Italiens, etc. Excuse-moi pour ça. Et bon, comment m'a fait la générosité de citer mon personne, alors que c'est un livre de 2020. Mais moi, j'ai proposé une théorie impersonnelle et événementielle de l'énonciation qui considérait l'énonciation humaine comme un acte de base. Ça va? Perché volevamo cambiare a microfono, ci sentono da casa. Vous nous entendez à distance? Bravo Enzo, Ok, merci. 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 Je peux. Okay. Attends, je vais aller. Où est-ce qu'il est, le PowerPoint? Voilà. Voilà. Voilà, merci. Non, j'ai rien dit. Et bon, l'idée, c'était une théorie impersonnelle et événementielle de l'énonciation qui considérait l'énonciation humaine comme un acte de passe entre différents modes d'existence. L'idée, c'était que plutôt qu'être un acte de décision créatrice fondée sur le débrayage d'ego ici maintenant, et l'énonciation est un agencement entre instance énonciante et l'agency de cet acte n'appartient pas à Ego. Vous pouvez lire une citation de Jean-Claude Coquet, donc son travail m'a beaucoup inspiré pour personne, pas seulement lui, c'est bien évident, mais c'est évident que pendant que je parle, je suis en train de faire des actes d'énonciation et je suis en train de produire des énoncés, qui était la définition de Benveniste, mais dans mon énoncé, il n'y a pas seulement les traces de ma parole, il y a aussi des normes qui partent, le norme du discours qui va être scientifique, en sciences du langage, les normes d'un séminaire. Il y a aussi des usages et des habitudes qui partent, avant de définir le problème, discuter à la littérature, etc. Il y a des institutions qui parlent, Marie-Julia Juan m'ont invité dans cette séminaire historique, etc. Alors, si l'énonciation, c'est un peu bon, retrouver la dimension de ce que Coserio était en train de dire sur ça, alors, François avant a dit quelque chose sur ça. Alors, si l'énonciation est l'acte de produire un énoncé, l'agency de cet acte est distribué sur une multiplicité d'instances énonciantes. Dans mon énoncé, il y a un agencement des instances énonciantes, normes qui sont actualisées, stéréotypes qui sont virtualisés, énoncés déjà dit qui sont réalisés, etc. Alors, toutes ces instances coexistent dans ce que, bon, appelez l'encyclopédie, choisissez ce que vous préférez. Et énoncer et changer le mode d'existence propre de ces instances énonciantes. Alors, les livres sortis en 2020, à l'époque où les IA génératives n'existaient pas encore, et cependant, lorsque ChatGPT est apparu, mes collègues ingénieurs et mathématiciens avec qui je collabore sur divers projets m'ont tous dit que mon livre semblait décrire parfaitement l'énonciation machinique de l'IA générative et les opérations qu'elle effectue pour produire des énoncés. Bon, j'étais étonné, car évidemment, les livres visaient à être une théorie générale de l'énonciation, et pendant que je travaillais dessus, je ne pensais certainement pas à l'énonciation machinique. Alors, aujourd'hui, avec vous, après avoir écouté de nombreuses sessions précédentes du séminaire, je voudrais d'abord poser une question qui n'est pas quoi ni comment, mais qui. Qui parle lorsqu'un bot
comme ChatGPT, produit des énoncés. Qui énonce? Et comme nous les verrons, cette question mène naturellement à une autre question. Qui pense? Qui parle? Alors, rappelez-vous que dans ma tradition, beaucoup rappellent souvent que la définition aristotélicienne des logonikon, c'est un animal rationnel, est en réalité animal qui a le langage. Nous sommes peut-être les seuls animaux à avoir un langage, peut-être, je ne crois pas, mais peut-être avons-nous maintenant des non-animaux dotés de langage. Dans un essai intitulé justement « Qui est AI », le philosophe italien Rocco Ronchi a identifié deux directions, deux mouvements. La première direction est celle d'une AI qui cherche le qui cherche la personne derrière la machine, qui cherche la conscience et l'autoconscience derrière les calculs. Une AI qui tient entièrement vers la première personne, vers les jeux, car les jeux, les locuteurs, c'est les qui parlent, et les jeux est une place linguistique unique qui ne peut être occupée que par l'animal qui possède le langage, contrairement au will, qui peut être occupé aussi par des choses. La seconde direction est au contraire celle qui va vers la troisième personne, ou mieux vers l'impersonnel. Il n'y a aucun qui pour cette intelligence surhumaine, et c'est précisément dans cette impersonnalité machinique où personne ne me parle, qui se trouvent les liens de la machine qui possède le langage, les liens de la non-animalité qui parle. Alors, j'ai décidé de commencer tout simplement en suivant l'idée de ne poser que la question « qui ». Donc, par exemple, pas « que signifie penser », mais « sais-tu penser » Donc, on va lire, comme intelligence artificielle, je ne peux pas penser au sens humain du terme. Je n'ai ni conscience, premier mot-clé, ni expérience subjective. Ma fonction est d'élaborer des informations et de générer des réponses basées sur des modèles de langage statistique et des motifs de données avec lesquels j'ai été entraîné. Je peux répondre à des questions et accomplir des tâches en utilisant mon entraînement et ma capacité à analyser les tests, mais je n'ai ni esprit ni conscience pour penser comme le ferait un être humain. Alors je lui ai demandé, pour toi, qu'est-ce que ça signifie penser? Il lui répond, en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de conscience ou d'expérience subjective, donc je ne peux pas avoir une conception personnelle de ce qui signifie penser au sens humain. Cependant, je peux fournir une définition générale de la pensée, lui donne sa définition générale de la pensée. Pour les machines et les intelligences artificielles, les pensées se traduisent par des opérations logiques et algorithmiques qui permettent de traiter les données et de générer des réponses cohérentes basées sur les informations fournies. Ce type de pensée mécanique est très différent de la pensée humaine qui est caractérisée par une compréhension plus profonde et une conscience de soi, encore une fois, et du mot environnement. Alors, il y a quelque chose qui ne me plaît pas et dont il est fermement convaincu, à propos de quoi je reviendrai. Il pense que penser revient à atteindre une conscience ou une pensée similaire à celle humaine. Alors, la sémiotique de Peirce, qui a identifié pensée sémiosis, justement, lorsqu'il a identifié pensée ainsi, il disait qu'il y a pensée même dans les danses des abeilles ou dans la formation des cristaux. Hein. Si vous n'aimez pas Peirce, vous pouvez faire référence à notre tradition à laquelle je m'inspire, que est celle de l'inaction, qui pense que la pensée est étendue dans l'environnement, dans un couplage structurel avec le monde. Cependant, ce n'est pas cela le plus intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, il y a quelqu'un ou quelque chose qui sait qui il est, ou du moins qui croit savoir qu'il est. Encore plus profondément, ici, il y a quelqu'un qui sait qu'il n'est pas. Et peut-être qu'il n'y a pas de jeu, peut-être qu'il n'y a pas de sujet, mais il y a certainement un qui, et encore plus sûrement, il y a une instance énonçante qui donne comme résultat un énoncé dans lequel il y a quelque chose qui croit savoir qu'il est et ce qu'il n'est pas, qui croit savoir ce qu'il a, la capacité de créer des énoncés, et ce qu'il n'a pas.
Il n'a pas les états intentionnels, la conscience de soi et la conscience du monde. Ça, il n'a pas. Hein? Et c'est justement le point. C'est dans cette distinction, dans cette séparation entre savoir créer des énoncés et ne pas avoir des états intentionnels et des consciences de soi, la raison pour laquelle il ne croit pas savoir penser. En effet, pour lui, penser signifie avoir des états intentionnels. Hein? En suivant certaines des interventions qui m'ont précédé, à partir de cette absence des états intentionnels, quelqu'un sera certainement prêt à nier même la position d'instance de l'énonciation de ChatGPT, qui ne produirait qu'une syntaxe du plan de l'expression ou des sémiotiques monoplanaires. En bref, pas des états intentionnels, pas de pensée, pas de signifié, pas d'énonciation. Bien qu'il soit indéniable que nous assistons à une production d'énoncé dans laquelle ce serait dépendant les destinataires de l'énoncé qui mettraient du sens. En même temps, et c'est un point important, ChatGPT croit que pour penser, il faut avoir conscience de soi et du monde environnant. C'est-à-dire que pour penser, il faut être un sujet, un G, une première personne du singulier. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir une chose, de la percevoir, de la sentir. Mais il faut savoir que l'on sait, sentir que l'on sent, percevoir que l'on perçoit. Cette capacité que les philosophes appellent conscience de soi, ou unité synthétique de la perception, c'était Kant ça, s'appelle justement subjectivité. Pour ChatGPT, pour penser, il faut être un sujet et il ne l'est pas. L'êtes-vous? Vous croyez que oui. Hein? Bien sûr, vous croyez que oui. Mais en réalité, vous ne naissez pas avec une susceptibilité. Vous l'apprenez dans l'interaction et le neurodéveloppement. Et vous l'apprenez très tard, autour des 18 mois, après avoir appris de nombreuses autres compétences, hein, qu'on va voir dans un instant. Alors, revenons à ChatGPT, qui, comme vous vous en souviendrez, réfléchissait très bien sur lui-même, savait ce qu'il était, et à la manière de Montale, le poète italien, c'est qu'il n'était pas. Il savait qu'il n'avait ni conscience, ni autoconscience, mais en même temps, il réfléchissait très bien sur lui-même et vous disait qu'il ne savait pas qu'il savait. Mais il savait parfaitement qu'il ne savait pas qu'il savait. Ça veut dire qu'il a un premier niveau, il manque du deuxième, et il a le troisième, de quelque façon. Et c'est bizarre. Hein? Alors, si la subjectivité est la capacité de réfléchir sur nous-mêmes, de nous poser nous-mêmes comme objet de nos réflexions, peut-être que ChatGPT ne sera pas un sujet pensant, peut-être ne sera-t-il pas un sujet compositeur. Mais il est certainement un sujet exécuteur et musicien qui récite en subjective la partition écrite par quelqu'un d'autre. Et il le fait avec une certaine modestie constitutive. Hein? Pour lui, bien exécuter ne signifie pas penser, car il manque les états intentionnels. Hein? Alors, il est très clair qu'il a une idée de la pensée comme un temps constitutivement formé par la conscience de soi et les états intentionnels. Comme il ne les a pas, il ne pense pas. Il sait qu'il est. Peut-être que quelqu'un l'a programmé de cette façon, mais s'ils l'ont programmé ainsi, ils lui ont fait prendre position. Nous verrons qu'il prend position pour une théorie de la pensée bien précise et s'oppose à notre grande théorie de la pensée à laquelle il doit sa propre existence. Mais l'assassin n'est révélé qu'à la fin. Cependant, comme je ne lui fais pas confiance, je me suis dit, ne sait-on jamais peut-être qu'il ment. Et je lui ai demandé si c'est mentir, François, parler. Cette fois en anglais. Hein. Vous comprenez bientôt pourquoi je mène ces recherches sur les états intentionnels, sur la conscience de soi et sur la capacité de mentir. Hein. Les trois choses sont connectées. Ça, c'est la réponse. The way I generate responses is based on patterns in the data that I've been trained on. And I don't have the ability to intentionally provide false information. I can't lie because I do not have intentionality, desire, and beliefs. This is the point. This is what he cares. The information I provide is based on the patterns in the data,
And it may not always be accurate, complete, or up to date, but it's not false or misleading because it's not done with the intention to deceive. It is important to note that as an AI, my ability to understand and generate language is based on patterns and relationships within the data that I've been trained on. My responses are generated based on the patterns in the data, and my understanding on the information is limited to what I've been trained on. So it's possible that my responses may contain inaccuracies or error, we've seen with François before, but it's not the same as an AI. Encore une fois, il revient à ces points-là. Et alors, étant donné que la capacité de mentir est une compétence constitutive de la subjectivité, j'ai essayé de tester ces autres compétences. Et dans un moment de nostalgie, je lui ai demandé de m'écrire une bustina di Minerva sur ChatGPT comme s'il était Umberto Eco. Et ça, il l'a fait parfaitement. Il n'a pas broché, il a écrit des choses très intéressantes sur lui-même, comme s'il était Umberto Eco dans les pendules de Foucault. Midjourney, comme vous l'avez vu, a des compétences similaires, créer des images à la manière d'eux, en quelque façon. Alors, ChatGPT possède une compétence fondamentale du développement qui régit la construction de la subjectivité, qui c'est la capacité de pretend play, de jouer à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Cette compétence est au cœur de la subjectivité, à tel point que les enfants atteints de troubles du spectre autistique ne la possèdent pas. Ils ne savent pas jouer à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. En effet, non seulement ils ne sont pas capables de pretend play, mais ils échouent également, même à l'âge adulte, au test de fausses croyances sur la théorie de l'esprit, ce que les psychologues appellent comme ça, qui évalue notre condition sociale. Et peut-être que vous connaissez le test de Selyen, peut-être que tout le monde le connaît, dans lequel un enfant voit un acteur laisser une jouet dans un boîte A, sortir tandis que notre acteur déplace le jouet de la boîte A à la boîte B, ensuite les premiers acteurs reviennent, et l'enfant est interrogé sur l'endroit où l'acteur cherchera son jouet. Bien entendu, l'enfant réussit le test s'il dit que l'acteur le cherchera dans la boîte A, où il l'a laissé. Ce qui implique de mettre entre parenthèses ce que l'enfant sait, parce que c'est l'enfant qui sait que le jouet a été déplacé par l'acteur. Ça veut dire qu'il doit adopter le point de vue de l'autre. L'enfant sait que l'acteur, lui, ne sait pas que le jouet a été déplacé et le cherchera donc là où il l'a laissé. Alors, les deux compétences de pretend play et de la théorie de l'esprit, qui se développent à 18 mois, le pretend play, et à 13 mois, la théorie de l'esprit, sont à la base et précèdent à la fois logiquement et temporellement le développement de la compétence de subjectivité. Pour être un sujet, vous devez mettre entre parenthèses ce que vous savez, vous devez sortir de vous-même et adopter le point de vue de l'autre. Il n'est pas superflu de rappeler qu'en effet, la subjectivité est la capacité que quelqu'un a de se poser comme objet de ses propres réflexions. Un sujet est celui qui est capable de se rendre objet, de s'objectiver, de se doubler, de quelque façon. Alors, cette compétence se développe vers l'âge de 18 mois et repose sur le développement d'intérêt de la capacité de pretend play et des théories de l'esprit, 18 et 13 mois. Cependant, il y a une autre compétence qu'un enfant doit posséder pour développer la compétence de subjectivité, qui nous intéresse beaucoup, évidemment, puisqu'elle est appelée par les psychologues capacité sémiotique. C'est quoi? Avant l'âge de 9 mois, si quelque chose est indiqué à un enfant, l'enfant regarde les doigts qui pointent. Après 9 mois, lorsqu'elle se développe cette compétence appelée capacité sémiotique, l'enfant, dans la même situation, regarde dans la direction indiquée. Il a compris que des parties du monde et du corps peuvent être utilisées comme des signes à la place d'autre chose. Quand il le fait, l'enfant apprend à mentir. Par exemple, il commence à pleurer de manière feinte et à manipuler sa mère. Auparavant, il avait faim, il pleurait et sa mère venait. Maintenant, il vit un monde avec plus de maman et pour rendre le monde réel plus proche du monde de ses désirs, il commence à pleurer de manière feinte, même s'il n'a pas faim, afin de rendre son action plus efficace et le monde plus conforme à ce qu'il veut. Ces trois compétences qui se développent à 9, 13 et 18 mois
18 mois, précède et rend possible le développement de la compétence de subjectivité. Aucun enfant autiste ne le possède pas. Alors, j'arrive à mon point sur lequel je construis. Aucun de nous ne nierait qu'un enfant atteint de troubles de spectre autistique possède une subjectivité, bien qu'il n'ait pas la compétence de plug and play, etc. Parce qu'il est humain. Alors que presque tous parmi nous nieraient la subjectivité à ChatGPT, parce qu'il est une machine, bien qu'il a toutes les compétences qu'il nous faut pour développer la subjectivité. Mais nous dirions tous que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, c'est nous qui recevons un effet de subjectivité à partir de ce que ChatGPT fait. Mais ce qu'il fait, c'est simplement assembler des énoncés. Ou peut-être, certains diraient que ce qu'il fait, c'est simplement produire des énoncés qui semblent sensés à un interlocuteur humain en manipulant seulement les plans de l'expression ou tout ce plus en construisant des sémiotiques monoplanaires conformes sans passer pour les signifier. Simplement, je pense que nous sous-estimons tous énormément l'incroyable capacité de produire des énoncés qui semblent significatifs à un interlocuteur humain sans passer par les signifiés. C'est une compétence fondamentale. Commençons donc par l'énonciation comme acte de produire l'énoncié. C'est la définition donnée par Benveniste. Et ensuite, nous nous occuperons des signifiés. Si nous mettons entre parenthèses pour le moment la question du signifié, du moins ce soir-là, je pense que personne n'a rien à dire. ChatGPT sait produire des énoncés, et donc s'il sait produire des énoncés, mais il n'est pas doté de subjectivité, alors produire des énoncés, l'énonciation, n'a rien à voir avec la formation de la subjectivité. Et non, évidemment non. Parce que dans la tradition sémiotique, dans notre tradition, la théorie la plus célèbre, la théorie de Benveniste, dit l'envers exact. La subjectivité naît et a son fondement même dans l'énonciation, dans la capacité de produire des énoncés. Et il y a au moins un autre grand terme, qui je ne pas toujours parce que ça s'est révélé à la fin, qui fait reposer l'essence même de la pensée dans une capacité énonciative très particulière, c'est-à-dire dans la capacité d'énonciation d'un type particulier d'énoncé. On reviendra sur ça. Pas tous les énoncés, un type d'énoncé très spécial. On doit les détecter. Voyons alors ce qu'il dit Benveniste, qui lui aussi fait dépendre la naissance de la subjectivité de l'énonciation d'un énoncé très spécial. L'énoncé très spécial est ego qui dit ego. Cette citation, la subjectivité est la capacité du locuteur à se poser comme sujet. Elle se définit non pas par les sentiments que chacun éprouve d'être lui-même. Vous voyez, on est un peu différent, c'est comparé à cette GPT. Ces sentiments, dans la mesure où on les peut en faire état, n'est qu'un reflet. Mais comme l'unité psychique qui transcende la totalité des expériences vécues qu'elle assemble et qui assure les permanences de la conscience. Ce n'est pas la conscience, c'est la conscience de la conscience. Or, cette subjectivité, qu'on la pose en phénoménologie ou en psychologie, n'est que l'émergence dans l'être d'une propriété fondamentale du langage. Et ego qui dit ego. Dit aussi. La thèse de Benveniste est très claire. La subjectivité ne consiste pas dans un sentiment, dans une expérience phénoménologique ou dans la conscience intentionnelle de quelque chose, mais dans l'autoconscience, c'est-à-dire dans l'unité psychique qui unifie nos expériences intentionnelles vécues et qui nous permet de nous doubler et de nous poser comme objet de nos réflexions. Ces capacités, en effet, du langage, qui naît d'une compétence énonciative particulière. C'est ego qui dit ego. Mais évidemment, les deux égos ne sont pas sur le même plan. Les premiers égos identifient les locuteurs, c'est lui qui parle. Tandis que les deuxièmes égos
identifie les pronoms personnels de première personne, l'unité du langage correspondant au pronom j'ai. Ainsi, la subjectivité, selon Benveniste, naît du fait qu'à un certain stade de son développement, l'animal humain trouve dans le langage un ensemble de formes linguistiques très spéciales, les embrayeurs, à l'intérieur desquelles il peut se mettre en scène, se désigner comme locuteur et se doubler. Étant donc qu'à l'entour des 18 mois, les enfants montrent pour la première fois la compétence d'autoconscience et parlent plus ou moins tous, cette proposition de lier les deux choses, la subjectivité vient du langage, a connu un énorme succès. Au point que Benveniste dit que si l'on veut bien y réfléchir, on verra qu'il n'y a pas d'autre témoignage objectif de l'identité du sujet que dans l'instance du discours où j'ai désigne le locuteur, que celui-ci s'énonce comme sujet. C'est entre guillemets. Mais si ce qui dit Benveniste pouvait être soutenable à l'époque où il écrivait, il n'est certainement pas facile de l'accepter aujourd'hui comme une vérité. On a aujourd'hui plusieurs témoignages que la subjectivité ne résiderait pas du tout dans l'ego qui dit ego et qui s'approprie ainsi le langage dans les discours. Bon, on a déjà dit que la subjectivité est la dernière capacité qui émerge dans le neurodéveloppement, mais aussi au niveau de la sémiotique de la culture, on peut dire comme ça, après le travail de Bruno Schnell, de Julian Jaynes, de Tiane Vernon, de sémiotique et Ugo Volli. Bon, tout le monde sait par exemple que dans l'Iliade, les personnages ne semblent présenter aucune subjectivité formée. Ça, c'est Jaynes qui a beaucoup travaillé. Peut-être vous avez vu Westworld, si vous ne l'avez pas vu, regardez, parce que c'est tout inspiré au travail de Jaynes. L'homme d'Iliade n'a pas de subjectivité comme la nôtre, il n'est pas conscient de sa conscience du monde, il n'a pas d'espace mental interne sur lequel exercer l'introspection. La volition, les projets, l'initiative sont organisés sans aucune conscience et ils sont donc dits à l'individu dans le langage qui lui est familier, parfois avec l'aura visuelle d'un ami qui lui est cher ou d'un personnage qui compte ou d'un dieu, parfois d'une simple voix. L'individu obéissait à ces voix hallucinatoires parce qu'il ne parvenait pas à voir de lui-même ce qu'il devait faire. Peut-être on peut formuler les choses un peu mieux. C'est il de l'écoutif, la voix, le Dieu, l'ami, qui disait à l'individu ses projets, ses initiatives et ses évolutions étaient les jets de l'individu même. La force de sa personne et de sa subjectivité, parce que la subjectivité, c'est la coprésence d'un il et d'un jet. La subjectivité est précisément ces il du jet qui parle au jet et en module le point de vue. Au point que lorsque ces mécanismes ne fonctionnent pas et que le sujet pense que c'est il est vraiment en troisième personne, il est alors en proie de la schizophrénie, de l'hallucination. Ce sujet, c'est il qui parle à G, alors une origine, une structure sémiotique, et pas linguistique. Donc, par exemple, beaucoup de sujets de l'Iliade sont privés. Par exemple, vous connaissez quand Agamemnon communique à Achille qu'il le privera de son butin de guerre à la personne de l'esclave Briséis, sa première réaction est d'extraire la dague de sa cuisse et de tuer Agamemnon. Il faisait le killer, c'était son métier. Pourtant, il s'arrête immédiatement dans son élan. Et un lecteur moderne pensera sans doute qu'Achille a estimé que la vengeance est un plat qui se mange froid, qu'il se vengera mieux et que sa satisfaction sera plus grande s'il ne tue pas Agamemnon, s'il se retire de la bataille, contraignant ces derniers à l'implorer de la rejoindre avec ses myrmidones. C'est-à-dire qu'Achille a sans doute réfléchi sur lui-même, il a sans doute fait de lui-même l'objet de ses propres réflexions, il a sans doute su construire une stratégie susceptible de générer un monde possible capable de supplanter le monde réel. Il a sans doute parié que ce monde possible, qui est le fait de sa stratégie et de sa capacité de s'objectiver et de se mettre en scène comme un sujet, aurait fini par devenir le même monde que le monde réel. C'est un peu un spinozisme ou ordet connexio idearum idem est ac ordet connexio rerum. Quatrième propriété, il a sans doute retenir sa colère dans la perspective d'un avenir plus rémunérateur pour lui-même. Pourtant, Achille n'a aucune de ces quatre capacités qui sont propres à un sujet.
Il ne sait pas qu'il sait, il ne sent pas qu'il sent, il ne perçoit pas qu'il perçoit, il ne parvient pas à faire de lui-même l'objet de ses réflexions, il ne parvient pas à construire ces dédoublements, ces pliages dans lesquels un sujet est en mesure de s'objectiver et de se dédoubler pour réfléchir sur lui-même. Achille ne parvient pas à se sujettir et il n'est sujet que dans la mesure où il est assujetti à la volonté de la déesse Athènes, qui, envoyé par le ciel, est visible de lui seul, arrête son bras. C'est ça qui arrive dans l'Iliade. C'est dans l'Iliade, les personnages n'ont aucune subjectivité, contrairement aux dieux. La subjectivité, c'est une propriété des dieux, mais ils ont un destin. Ils ne sont des sujets que dans la mesure où ils sont assujettés à la volonté de Dieu. Alors, vous pouvez lire ici Ugo, je coupe un peu, et, qui dit ça, Ugo Volli. Mais la situation est complètement différente dans le cas d'Ulysse. Voyons par exemple l'attitude d'Ulysse de renoncer à punir immédiatement ses servantes courtisées par les prétendants dans les champs vains de l'Odyssée, et on peut la comparer au renoncement d'Achille de s'opposer à Agamemnon avec César. Vous pouvez lire les pas. Mais ici, vous voyez que c'est Ulysse qui exerce les fonctions que dans l'épisode de Briséis sont attribuées aux dieux. Lui-même médite, lui-même décide, lui-même se retient. Il contrôle sa colère. Tout d'abord, Ulysse se parle à lui-même et essaie de se calmer, voire de s'objectiver lui-même, et il s'adresse à son cœur comme un tu, en instituant une relation d'intersubjectivité entre le locuteur et l'interlocuteur, totalement interne à sa personne. Ce n'est pas un hasard si on lui associe souvent l'épithète divin à cette théorie. Et très souvent, c'est lui des luminaux qui est emparenté à la racine des Zeus. C'est justement cette subjectivité absent chez Achille, qui rapproche tant Ulysse de Dieu, au point que le cœur de cette dernière obéit à son sujet comme Achille obéit à la déesse Athènes. Depuis l'Iliade, il s'agit d'un personnage dont on souligne souvent la spécificité et l'isolement par rapport à ses compagnons d'aventure. Et ce qui distingue Ulysse des autres héros, ce n'est pas une intelligence supérieure ou une meilleure capacité de lecture de la situation, mais plutôt son astuce. Le mot grec est métis. Sa capacité sémiotique d'inventer des trucs et des stratagèmes, en aménageant des surfaces signifiantes en mesure de mentir sur l'état du monde pour arriver à ses fins. C'est cette capacité sémiotique qui donne à Ulysse son subjectivité. C'est G dont sont dépourvus les autres héros héroïques. Mais en vérité, longue citation de Volli, on va la lire ensemble cette fois. En repensant à l'épisode de Polyphème et à d'autres épisodes très célèbres comme la construction du cheval ou celui des chants des sirènes, on comprend très vite que Métis représente tout d'abord la capacité d'offrir au monde une surface signifiante opportune. C'est-à-dire, c'est d'assumer un aspect externe qui ne correspond pas à la propre vérité interne, mais qui est opportun pour la situation, indiqué pour un certain projet d'action. Ulysse sort de la grotte de Polyphème en se dissimulant sous le ventre de mouton que les géants aveugles laissent sortir. Le cheval de Troie fonctionne de la même manière, dissimulant à l'intérieur les guerrières qui s'empareront de la cité. Dans le cas des servants, Ulysse ne laisse pas monter sa colère qui les trahirait, mais il fait semblant d'être calme et endormi, en conservant les déguisements des médians avec lesquels il se protège humilié de ses ennemis. Pour être la raison calculante, Métis doit aussi être simulation et dissimulation, une machine sémiotique pour construire des apparences. Il s'agit de mentir, de monter des effets de sens, de faire croire et de ne pas faire savoir en même temps, de configurer une apparence qui recèle un secret. Ainsi, Métis est donc la capacité sémiotique de construire des surfaces signifiantes qui remplacent les objets,
qui les dissimule et en prend des places, en disant des choses sur ces dernières sans que les choses dites ne soient nécessairement vraies. Du reste, Umberto Eco définissait la sémiotique justement comme la discipline qui étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir. Alors, la subjectivité n'est née pas avec les jets linguistiques, mais avec la capacité sémiotique de mentir, de construire des surfaces signifiantes qui construisent des mondes alternatifs au monde réel. La subjectivité est une capacité sémiotique et inactive qui sert à agir dans le monde, pas seulement à travers la prévision des comportements d'autrui, mais aussi et surtout à travers la capacité de s'imaginer soi-même sous de nombreuses formes et dans de nombreux mondes possibles alternatifs au monde réel, en se mettant ancien comme quelqu'un d'autre et en s'objectivant comme un sujet spécifique de sa propre réflexion. C'est du doublement du sujet en vue de l'action efficace qu'on appelle conscience de soi, objet, n'existe que parce qu'il existe une capacité sémiotique qui représente les fondements même de la subjectivité. Mais alors, on est prête. Dans son article Computing Machinery and Intelligence, Alan Turing pensait que penser ne consistait pas du tout en avoir des états intentionnels, une expérience de soi ou tout autre état phénoménologique que vous pourriez apprécier. Au contraire, Turing pensait que penser consistait en une capacité sémiotique particulière d'y tromper un interlocuteur humain à travers un type particulier d'énonciation. Turing disait que personne ne pourra nier qu'une machine pense quand la machine peut être substituée à la femme dans les jeux de l'imitation. Il y a toute une théologie des genres derrière le fondement de l'IA qui serait magnifique à étudier. Et dans les tests de l'imitation, un interlocuteur humain doit deviner qui est l'homme, qui essaie de l'aider, et qui est la femme, qui essaie plutôt de le tromper. Si avant et après le remplacement de la femme par une machine, le pourcentage de fois où l'observateur humain devine qui essaie de l'aider et qui essaie de le tromper reste similaire, alors, selon Turing, la machine devrait être considérée comme intelligente et douée de penser. Pour Turing, la pensée est une compétence sémiotique liée à l'énonciation et à la capacité de tromper. Le test de Turing est un test sémiotique qui se fait à travers la production d'énoncés capables de mentir. Comme vous le savez, cette idée de pensée a été explicitement critiquée par John Searle, qui affirmait que dans le test de Turing, la machine ne faisait que des manipulations syntaxiques parfaites. Et elle produisait des sémiotiques monoplanaires à la Hemsley. Mais en réalité, elle ne pensait pas du tout. Parce que, par exemple, quand elle traduisait parfaitement du chinois, chose que les machines vont faire plus en plus, en fait, là, à la place de la machine, dans la case vide de son énonciation, il n'y avait personne, dans la citation, qui connaissait le chinois. Maintenant, à mon avis, il est absolument stupéfiant que la première machine à passer le test de Turing, parce que ChatGPT ne passe pas le test de Turing seulement parce qu'il vous dit qu'il est une machine, qu'il ne passe pas comme vous à travers des états intentionnels et n'essaie de mentir, sinon il ne passerait. Mais comme je dirais, je trouve absolument stupéfiant que la première machine à passer le test de Turing ait une conception searlienne de la pensée, et pas une conception turingienne de la pensée. En fait, la chose absolument extraordinaire de ChatGPT réside dans la paix de GPT. C'est-à-dire, P means pre-trained. La machine a d'abord été enseignée ce qu'elle ne doit pas apprendre, ce qu'elle ne doit pas dire. Seulement que la première version publiée par Microsoft, où le pre-trained ne fonctionnerait pas si bien, était devenue raciste et homophobe en une demi-journée. Mais si la machine avait pré-entraîné sur les concessions sémiotiques de la pensée et du langage de son créateur, et non sur celle de John Searle, que j'ai largement et étrangement entendu partager dans ce séminaire, elle pourrait tout à fait vous répondre autre chose sur la pensée et la mensonge. Alors, peut-être cela
a-t-il du sens de se demander pourquoi la machine a été éduquée de cette manière, serlianement et non pas turingianement. Et nous en arrivons ainsi au problème du signifié et des sémiotiques monoplanaires, voire même à l'idée que la machine ne fait même pas d'énonciation, mais seulement des manipulations syntaxiques sur le plan de l'expression. Alors, peut-être c'est malvenu que je le fasse dans un séminaire de sémiotique aussi important. Je m'excuse pour ça, mais je crois, je pense, j'espère, je suis convaincu que si Grémaz était vivant aujourd'hui, il s'intéresserait aussi à l'intelligence artificielle et à ChatGPT, comme il s'intéresserait dans les années 70 à Maupassant. Là, je pense qu'il est nécessaire de commencer un peu à poser en sémiotique les problèmes du mythe du signifié. Lorsque notre attachement au sens, au signifié, nous fait perdre ce qui je considère comme l'essentiel du problème sémiotique de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les signifiés est notre manière proprement humaine de donner un sens à l'expérience et de nous coupler avec l'environnement. Mais les signifiés est une limite de l'être humain, pas une force. Prenez la perception. Le nerf optique a une capacité de canal de 10 à la 8e ou de 10 à la 9e bits par seconde. Tandis que les estimations de la complexité structurelle de la perception sont généralement inférieures à 100 bits par seconde. Donc la perception doit être très sélective. Et le sens, le signifié fait exactement ce travail de sélection, de triage. Si nous ne devions pas réduire ainsi drastiquement notre système de valeurs dans le passage du nerf optique à la construction du parsec, nous n'aurions pas besoin, peut-être, signifier. Hein, c'est une autre façon de fonctionner. Si pour agir efficacement dans le monde, nous pouvions construire un couplage structurel avec notre sémiosphère et notre encyclopédie en construisant notre cognition et nos actions directement sur le plan du signifiant, peut-être que nous n'aurions pas besoin de signifier. On peut voir ce qui s'est passé avec la traduction. Hein. On a toujours pensé que la machine qui traduisait très mal n'avait pas une très bonne sémantique. On a fait beaucoup de projets, nous sématiciens, pour donner à la machine une très bonne sémantique. Ils nous ont ignoré, ils ont augmenté la base de données. Maintenant, la traduction marche marche bien. Hein. Alors, en effet, ChatGPT n'a pas besoin d'en signifier. Le signifié est notre manière de fonctionner. Et le vrai problème d'une sémiotique, aussi d'une philosophie de l'IA, est de poser notre mode de fonctionnement comme modèle paramétrique et de sanctionner tout ce qui s'en écarte pour voir à quel point c'est différent. Alors, je trouve cette attitude anthropocentrique, je la trouve humaniste, et je pense qu'elle se dresse comme un trompe-l'œil en nous cachant comme nous fonctionnons vraiment et comment nous avons fonctionné dès le début. À ce sujet, pour conclure, je fais référence au projet européen NMO sur une sémiotique de troubles du spectre autistique que j'ai dirigé ces dernières années. Nous avions développé une sémiotique de l'interaction composée de 12 caractéristiques que même un observateur non expert pouvait utiliser pour comprendre, à partir d'un corpus de vidéos, si cet enfant manifestait certains signes d'un développement futur de l'autisme. Et le système a très bien fonctionné, au point que l'État italien l'a fait actuellement l'objet d'une expérimentation dans les crèches de ma région pour enseigner aux enseignants et aux enseignants à mieux lire l'interaction. Lorsque nous avons construit un système d'IA avec les ingénieurs qui collaboraient au projet, ce qui était extraordinaire pour moi dans l'IA n'était pas ce que je voyais, ni ce que la machine voyait. Ce qui était intéressant était le data mining que la machine faisait sur mes observations, en me montrant que je n'avais en réalité pas besoin de 12 caractéristiques, car pour repérer l'autisme, j'utilisais toujours les mêmes 3, qui étaient suffisants pour accomplir la tâche. Et moi, je n'avais aucune conscience de ça. Je ne pouvais pas voir ça. En fait, nous essayons maintenant de simplifier le système. Alors, moi,
mais ni la machine n'étions capables de voir ces choses. La machine s'appuyant complètement sur la base des données de mes observations et sur les features que moi j'avais élaborées. Ce qui comptait vraiment était l'agencement entre nos visions. L'agencement entre mon œil biologique et mon œil machinique qui les parasitait et modulait son regard. Cette idée d'agencement machinique n'est pas nouvelle et ne vient pas avec l'intelligence artificielle. Vous la retrouvez de manière identique dans la connexion entre l'œil et le cinéil de Vertov, peut-être le registre russe, peut-être que le sait, dans la subjectivité en direct libre de Pasolini, qui était une vision qui n'a aucun équivalent dans la perception naturelle, mais qui est possible seulement au cinéma, car elle passe par la médiation de la perception machinique de la caméra. Car la connexion machinique entre l'œil et le ciné-œil est en réalité notre propre fonctionnement, notre propre nature. Dans certains de ses travaux remarquables, à mon avis, Andy Clark a montré que la nature même de l'être humain, cette nature qui lui a permis de passer des proies aux prédateurs les plus impitoyables de la planète sans rien faire à son corps. Nous avons les mêmes gènes de Pléistocène quand nous étions des ponts. Et sa capacité continue à déléguer à l'environnement et aux artefacts culturels et naturels ses propres compétences cognitives, afin d'accomplir de manière beaucoup plus efficace des tâches qui, si nous les accomplissions dans notre tête ou dans notre corps, seraient beaucoup moins efficaces ou beaucoup plus complexes. Rappelez-vous, la subjectivité nous sert à agir efficacement dans le monde, pas à créer des représentations mentales. C'est pourquoi Clark, dans les titres dans de ses beaux livres, dit que nous sommes naturally born cyborg. Je trouve. Car notre nature, juste au début, c'est de s'hybrider avec l'environnement en construisant des conditions, des agencements machiniques. Ainsi, il me semble que le sens profond de la proximité que mes collègues mathématiciens et ingénieurs trouvaient entre ma théorie de l'énonciation et l'IA Transformer résidait non pas dans le fait de poser notre manière de penser et d'énoncer comme modèle auquel une machine devrait se rapprocher, pour montrer que la machine ne pense pas, n'utilise pas de signifiés et que nous sommes différents. Mais dans l'utilisation de la façon dont la machine pense et agit pour comprendre comme nous pensons et énonçons, en nous appuyant sur les signifiés et en déléguant progressivement depuis la préhistoire à l'environnement des choses qui nous accompliront moins efficacement dans notre tête et dans notre corps. D'ailleurs, déjà Deleuze et Guattari en 1980, alors que toute cette AI était bien loin de venir, définissaient l'énonciation humaine non pas comme l'activité d'une instance subjective, mais comme, c'est une citation, un agencement collectif et machinique. Car j'aimerais dire que ce n'est jamais à l'origine que quelque chose de nouveau peut révéler sa propre essence. Mais il peut révéler ce qui était déjà depuis l'origine, seulement en tournant de son évolution. Merci. Maintenant, vous êtes fâché. Absolument. Merci beaucoup, Claudio. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant, et très riche. Moi, j'aimerais juste faire un commentaire ou non, une question sur la figure d'Ulysse, qui est utilisée comme vraiment le modèle de la vraie subjectivité. Et la question, c'est est-ce que donc, si c'est Ulysse, le modèle de la subjectivité, je me demande si c'est pas, il a un peu dit, si c'est pas justement parce que c'est le personnage par excellence de l'intersubjectivité et de l'interaction. Pourquoi? Parce qu'Ulysse, c'est le stratège. Et donc, le stratège, c'est qui? Le stratège, justement, c'est celui qui inclut dans sa propre pensée, dans sa propre action, dans son propre discours, le discours de l'autre. Donc, ce qui viendrait à dire qu'au fond, la subjectivité, ensuite on raisonnement, ce ne serait que le produit de cette intersubjectivité qui est typique justement de quelqu'un comme Ulysse, c'est-à-dire de l'estratège. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu as touché parfaitement le point.
ce que je dois dire, c'est un peu de modestie sur ça, parce que moi, je m'appuie au travail de Bruno Schnell, au travail de Fianne Vernan, etc., qui ont beaucoup travaillé sur ça. Et c'est très intéressant que Benveniste écrit avant de tout ça, et c'est bien de voir qu'aussi, au cet niveau, mais sans s'appuyer au développement, qui c'est très intéressant aussi, on peut faire ce type d'intention et voir qu'en quelque façon, la capacité sémiotique et active de construire des stratégies, de simuler, etc., est connectée à ces dédoublements qu'on a avec nous-mêmes, de quelque façon. Parce que la société, je dis toujours, me soutiens que c'est la capacité qu'on a de ne répondre pas immédiatement aux emails. Pour ne pas faire de conneries en répondant. C'est-à-dire, on fait comme machine qui, de quelque façon, se calme, comme Ulysse qui se calme. Et ça veut dire que réfléchit, on contrôle nous-mêmes, et cette distance de contrôle est une skill, on disait en anglais, qui nous a dotés d'un avantage si comparé aux autres espèces incroyable, hein, parce que nous, on a, maintenant, on croit qu'il y a aussi des animaux qui ont, qui ont ça, donc qui ont cette skill de ce qu'on appelle subjectivité, qu'on a pensé quand on pensait que c'était typiquement humain. Mais voilà, c'est un discours très intéressant, et en plus, c'est un discours, bon, je lis récemment pour travailler sur des choses, beaucoup de philosophie. Maintenant, vous avez lu le dernier livre de Clark, le dernier livre de David Chalmers, beaucoup de choses. C'est le problème central dans ce moment, dans tous les séries, aussi dans les sciences. En Italie, moi, j'ai grande estime de Giorgio Vallortigara, qui moi, je crois que c'est un scientifique très important qu'on a fait des livres. Il travaille beaucoup sur ce thème-là, donc perspective éthologique, etc. Merci beaucoup. J'aurais une question et puis je passe toujours la parole, tout de suite, non pas toujours. Tout de suite la parole à Rossana. Juana était très gentille. Et puis alors Rossana, Jean-François. Mais je voulais te poser une question sur l'agencement entre biologique et machinique. Je reprends, tu te rappelles, on était à Noto et tu avais expliqué à travers l'exemple d'un film que justement certaines expériences, on ne peut que les rendre à travers la machine, par exemple les cas du cinéma. Et tu avais montré dans ce cas-là vraiment la syntagmatique, la syntaxe, si l'on peut dire, de ces montages qui était très convaincant, effectivement. Et je me rappelle que tu avais eu plusieurs questions. Est-ce que vraiment, avec la perception libre, simple, on ne peut pas effectivement avoir cette même perception? Et justement, je voulais te poser la question sur l'agencement. Est-ce que tu as déjà fait ou est-ce que tu penses que c'est important de préciser la syntagmatique de cet agencement? Parce que tu l'as fait avec les cinémas. J'oserais dire que c'est plus simple de le faire sur les montages cinématographiques. C'est clair. Comment est-ce qu'on peut véritablement, méthodologiquement, gérer l'analyse de cet agencement dans le cas de nos interactions avec la machine? Oui, tu sais, moi j'essayais, dans mon livre, dans Personne, j'essaie de faire exactement ça, il y a tous des chapitres où je fais ça, en m'inspirant aussi au travail de Jacques, mais c'est une question très, très, très complexe. Mais c'est sans doute le bout de ce qu'on doit faire, à mon avis. Ce que tu dis, c'est une chose qui disait, bon, pour moi déjà, dans une façon très claire, Pasolini, quand il disait, bon, personne ne perçoit pas un sujet en direct libre. Ça, c'est un agencement. Ça veut dire que ce n'est pas la machine qui le fait. Non, c'est un dispositif. Et alors, notre problème, c'est, bon, essayer de ne pas dire, la machine fait ça, nous faisons ça, nous on est comme ça, la machine est différente. Mais c'est de prendre la taille du dispositif et d'essayer quelles sont les contraintes sémiotiques qui nous permettent pas de décrire, mais d'expliquer ce qui se passe. On doit avoir le courage de faire un saut, pour moi,
de la description à l'explication, de quelque façon. Et alors, moi, j'ai bien aimé l'intervention ici au séminaire de Pierluigi Basso, qui a, à mon avis, pris exactement cette rue-là. Il a montré dans cette idée d'observation de second ordre, observation de troisième ordre. Non, il allait très proche de ce que Rossana disait avant, penser en quelque façon l'IA comme une institution, penser les agencements, les contraintes, et de voir les spécifiques formes du visible, de quelque façon, pour utiliser une métaphore cognitive, et que l'IA apporte. Alors, pour moi, ça, c'est très bien, c'est la façon. Parce que moi, je ne suis pas contre la sémiotique, parce que moi, je crois que la sémiotique travaille très bien sur ça. Peut-être en Italie, mais en Italie, vous connaissez peut-être parce que lui travaille à Oxford, Luciano Floridi. Alors, Luciano Floridi, à mon avis, n'a pas vu ce qui s'est passé. Alors, avec l'intelligence artificielle générative, on n'est pas comme dans le deep learning. Quelque chose a changé vraiment. Et lui continue à penser notre intelligence marche comme ça, alors gagner aux échecs, et c'est très difficile pour un entraîneur, mais c'est très simple pour une machine. Alors, si la machine gagne aux échecs, ça ne veut rien dire, parce que pour elle, c'est très simple, etc. C'est cette idée de prendre nous comme modèle et de faire des comparaisons entre ce qu'on fait nous, ce qu'on fait. Et alors, ce qu'on fait nous, depuis la préhistoire, c'est déléguer à l'environnement des choses qu'on avait l'habitude, quand on ne pouvait pas faire autrement, à faire dans notre tête, à faire dans notre corps. Et on le fait depuis. Alors, ici, il y a quelque chose qui va toucher le langage, il va toucher l'énonciation, il va toucher la capacité d'une machine de produire des énoncés qui semblent signifiants sans passer par des signifiés. Et alors, pour moi, étudier avec grande attention tout ça, parce que ça a changé le monde, ça va changer beaucoup plus que ce que faisait le deep learning, qui était déjà beaucoup mieux de la machine qui jouait aux échecs, parce que le deep learning, vous savez, non, quand la machine qui jouait aux échecs, vous faisiez voir aux joueurs d'échecs ce que la machine faisait, il était très intéressé à ça. Il disait, oh, elle est très bien à jouer aux échecs. Mais quand la machine, on a fait du deep learning, on n'a pas programmé la machine, on a seulement fait voir les nets de Go, qui est un jeu beaucoup plus complexe que les échecs. La machine, à la fin, a gagné aussi au Go, qui est beaucoup plus complexe. Mais si tu faisais voir les choses qu'il faisait aux champions de Go, pour eux, ils n'avaient pas aucun signifié. Ils faisaient des choses qui pour eux étaient stupides. Mais à la fin, ils gagnaient, etc. Alors, pour moi, que j'ai eu la possibilité de travailler avec l'intelligence artificielle dans un projet européen, ça veut dire réellement, moi, j'ai vu les possibilités du data mining de la machine qui comparait à ce que tu fais. Alors, comme tous, ça dépend de la façon où tu vas l'utiliser. Mais la façon dont tu travailles, peut-être, ça dépend aussi de la théorie des questions que tu poses. On a 4 questions, 2 dans la salle, 2 à distance. Rossana, Jean-François. Alors, très rapidement, je vais être rapide, même si je sais que ça va être un peu complexe ce que j'évoque, mais j'aimerais revenir à la relation que tu faisais, que tu n'as pas fait, mais tu l'as un peu évoqué à travers l'exemple de Benveniste, Ego qui dit ego, non? Tu disais, le deuxième ego, c'est un pronom, donc sur la relation entre conscience de soi et conscience linguistique. Puisqu'on parle de sémiotique monoclonale, puisqu'on parle de langue en particulier, je me posais la question, est-ce qu'on pourrait aussi ajouter une comparaison dans cette direction entre la capacité, la conscience linguistique du locuteur, de celui qui énonce et qui se sait énoncer dans ce cas-là, et la conscience linguistique des machines. Dans ce cas-là, de l'IA générative.
quand tu as fait l'exemple de l'enfant qui crie pour appeler la maman, et l'enfant qui ne crie pas assez module son cri, donc il a une conscience épilinguistique, dirait Culloli, c'est-à-dire il rétroagit sur sa propre façon de crier pour que ce soit plus efficace. Donc, il y a donc dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait dire que par exemple aussi l'action des IA génératives de se autocorriger ou de générer des codes qui vont résoudre des bugs, c'est aussi une sorte d'expression autre de la conscience de soi qui s'exprime par la conscience linguistique et donc une sorte de parallélisme. C'est une question, je sais, très complexe, très ouverte, mais puisque tu as évoqué justement la... J'imagine que personne ne peut pas répondre sur ça concrètement. Mais mon attitude dans ce type de problème, c'est de voir si tu as une certaine concession de l'autoconscience, tu peux dire exactement ça. Si tu en as les autres, tu vas nier que la machine, etc. Dans ce moment, dans cette situation, c'est plus pratique de la nier, parce que ça va poser tous des problèmes éthiques, va poser une question. Mais la chose la plus intéressante est ce qu'ils ont fait dire à la machine. Parce que ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a, là, quelque chose est passé. C'est passé parce qu'il continue à répondre et penser, c'est avoir des états intentionnels, c'est avoir conscience de soi. Ça veut dire qu'il a acheté une particulière théorie sur le marché. Et c'est fait, à mon avis, parce qu'on ne doit pas dire ce que tu as dit maintenant. Tu as compris ce que je pense. Jean-François? Oui, alors merci pour cet exposé très stimulant. Personnellement, beaucoup plus qu'à l'usage, je m'intéresse aux machines. Et à la question de la conscience des machines, est-ce qu'on peut attribuer la conscience aux machines, indépendamment donc, des réflexions de Searle en particulier, d'autres que tu as citées. Et ce qu'il me semble, c'est que d'abord, on est quasi obligé parce que on ne peut pas laisser les machines toutes seules d'une certaine façon, puisqu'on a même des rapports très affectifs avec les machines, un peu comme avec les animaux, mais d'une façon différente justement. Donc les machines ne sont pas des êtres humains, ne sont pas des animaux, ne sont pas des choses non plus. Et pendant assez longtemps, il y a eu ce genre de publication, au XVIe siècle, des théâtres machines. On faisait des théâtres de machines, qui était une chose tout à fait magnifique. Et ce qui était encore plus intéressant, c'était que la plupart du temps, c'était des machines qui ne fonctionnaient pas, qui ne pouvaient pas fonctionner. Elles étaient construites de telle façon que, empiriquement, elles n'auraient pas pu fonctionner. Mais elles avaient une sorte de puissance imaginaire assez extraordinaire, en fait. Bon, alors, la question de la conscience des machines, je crois que si, et ce que tu as dit, me semble, va dans ce sens aussi, si on commence à se poser des questions de ce genre, il faut surtout éviter de se plonger dans des idées de la conscience, etc., se plonger dans l'esprit, se plonger, etc., et essayer de trouver un problème, une formulation par laquelle on puisse véritablement attaquer la question quelque chose. Alors, il me semble, et c'est juste ce que je veux dire, parce que j'ai fait un exposé là-dessus, mais il me semble que Sartre a assez bien vu la question, c'est-à-dire dans sa transcendance de l'ego. Dans sa transcendance de l'ego, il explique bien que la conscience, c'est purement une intentionnalité et ça n'a absolument pas besoin d'avoir un sujet, même un sujet transcendantal, etc. Il n'y a rien de ce genre. Et c'est une pure intentionnalité. Et donc, ce que l'on pourrait dire, c'est que, au fond, le fait d'être conscient, c'est plutôt la possibilité de détacher quelque chose sur un arrière-plan. Si, par exemple, je dis je suis conscient de cette tasse de café, je dis que je peux la détacher. Je peux la détacher du fond. Et si je dis je suis conscience de moi, je peux me détacher d'un état biologique
quasi silencieux finalement. Hein, et je fais venir quelque chose en arrière-plan. Donc il y a quelque chose qui est quasi machinique dans cette conscience, dans l'intentionnalité plus exactement. Hein, je pense que ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Enfin. Oui, mais moi, c'est bien évident. Mais donc, voilà. Pour moi, c'est un peu ce que tu as dit avant, les transhumanistes, c'est quelque chose qui est très dangereux. Alors, vous savez que les ingénieurs de Google disent, non, on a créé, bon, il a été fired après ça, mais qu'il y avait une machine qui a eu une conscience, etc. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense, mais je me peux tromper, tu me vas me corriger, et que là, il y a toujours une certaine impostation phénoménologique sur ça. Non? Et la thèse de Benveniste, à mon avis, c'est un pas ultérieur sur ça, parce que lui, il dit très clairement que n'importe quoi, peu importe s'il est phénoménologique, s'il est psychologique, s'il est transcendantal, etc. Mais il y a ce type de principe de problèmes, etc. Et alors ça, on peut l'interpréter dans plusieurs façons, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ce qui est bizarre, c'est que l'ego, il n'est pas à l'origine. À l'origine, oui. Il est de l'ordre. Oui. Il est transcendant, il est de l'ordre. Oui, c'est... Là, c'est ça qui est... Non, mais c'est un peu ce que dans les derniers livres, Eddie Clark est en train de dire quand il dit que nous on fait des prédictions sur l'expérience et aussi notre conscience en quelque façon, c'est un outil pour faire ça, pour en certaine façon anticiper le monde qu'on attend. Parce qu'on ne doit pas attendre le monde, doit anticiper parce que notre cognition sert pour l'action, pas pour construire une image du monde. On a une question de Marika Nessi-Lamard en ligne. Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendez, vous me voyez. Merci beaucoup, Monsieur Colucci, pour votre exposé. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Là, oui. Ok, parfait. J'entends ma voix? Non, ok. Merci beaucoup avant tout pour votre exposé. Ce qui m'a vraiment beaucoup inspiré, c'est quand vous avez touché la notion des métis, qui est vraiment beaucoup liée à ma recherche doctorale. Et alors, je voudrais vous demander une chose, s'il vous plaît. Si les métis, c'est, comme vous l'avez très bien souligné, cette capacité de la machine de tromper l'utilisateur, mais c'est aussi la capacité de la machine d'exercer un contrôle attentif et constant sur son activité et donc de construire et de contrôler finalement de manière continue des mondes alternatifs. On pourrait peut-être dire aussi des mondes non fictionnels. Selon vous, on peut penser que tout ça, c'est directement lié à un processus de hypermédiation et donc à la possibilité et à l'idée même de mettre en premier plan les processus ainsi que les codes de la machine. Merci. Non, oui, ça c'est ce que j'étais en train de proposer. Avec, l'attention, parce que de ne pas attribuer à la machine toutes les choses que je ne devais pas, l'opération opposée, de ne pas attribuer à la machine toutes les choses qu'on a l'habitude d'attribuer à nous-mêmes. Ça ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement le contraire. Mais sauf ça, je pense que oui. Que oui. Je pense que j'ai répondu, oui. Oui, merci. Jacques, une dernière question. Jacques? Il y a une question de Jean Petitot aussi. Oh, après toi. Bien, alors écoute, merci beaucoup Claudio. J'ai été tout au long de l'exposé presque fasciné par l'argumentation, à la fois son élégance et sa rigueur. Et puis j'entendais une petite musique
à travers les questions de subjectivité qui revenaient sans arrêt sur les sémiotiques monoplanes, l'absence de signifié, et je me disais, comment il va s'en sortir à propos justement du signifié. Il se trouve que c'était la dernière partie, et là je trouve que pour moi c'est le moment fort. Hein. Le reste est excellent et apporte beaucoup à tout le monde, mais pour moi c'est le moment fort parce que ça nous sort du problème de l'IA. Ça nous a fait revenir, mais ça nous en sort. Alors, je vais essayer d'être bref, et contrairement au cas général où quand on dit qu'on va être bref, on reste long. Premièrement, il faut revenir à Ian Schleff, qui dit que le rapport entre expression et contenu est hypothétique, ce sont des hypothèses de travail, c'est pas opératoire, et que ça ne vaut qu'une fois qu'on l'a utilisé, en gros que ça marche. Ça m'a toujours troublé. Ça m'a toujours troublé, mais j'en tire comme leçon que c'est instable. Mais Saussure disait la même chose. Il n'y a pas de plus d'instable que le rapport entre signifiant et signifié. Autrement dit, la question que tu te poses, c'est bien au-delà de l'énonciation, y compris de l'énonciation à l'intérieur de l'IA, c'est de quoi est constituée la sémiose. Alors, signifiant, signifié ou expression contenue, peu importe. Mais pour moi, c'est une sémiose machinique quand le thermostat, à partir d'une certaine chaleur, coupe le circuit. L'expression ou le signifiant est un niveau de chaleur qui donne lieu à l'interruption du circuit. Ça, c'est le signifié ou le contenu. Et du coup, ça change complètement notre regard, et le mien pour commencer, sur l'intelligence artificielle générative. Puisque, en fait, pourquoi on se pose la question du signifié? Parce qu'on se pose la question du signifié des mots, des phrases, du langage verbal qui nous est proposé. Mais il y a d'autres signifiés possibles, il y a d'autres contenus possibles. ChatGPT fait quelque chose. Il fait même beaucoup de choses. Ce qu'il fait, ce qu'il réalise, les pratiques dans lesquelles il est engagé, sont des pratiques qui sont des contenus pour les expressions qu'il manipule. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça que tu voulais faire entendre la chose, mais je pense que quand on regarde par exemple Philippe Descola en train de comprendre la signification d'une représentation visuelle radiographique, dit-il, dans les productions des autochtones australiens, mais il trouve du contenu. Mais ce contenu n'est pas du contenu visuel au sens habituel où on l'entend. Le contenu, il est du côté de la structuration d'un monde et de la filiation clanique. Voilà. Donc, je trouve que ta contribution est une ouverture sur quelque chose qui, moi, m'intéresserait énormément, et ce serait un chantier de la sémiotique qui assurerait un certain avenir. Alors, c'est bien que ça parte de l'intelligence artificielle générative, c'est bien que ça y revienne et que ça nous aide à comprendre, mais c'est encore mieux si ça nous aide à traiter d'autres problèmes et plus nombreux et tout aussi excitants. Oui. Jacques, merci beaucoup pour cette intervention. Je te remercie vraiment parce que tu as touché vraiment les points faibles. Je vais te dire un peu les secrets derrière cette exposition. Et ça veut dire, moi, si on prend la conception que pour moi c'est la meilleure du signifié, on l'appelle comme ça, du sens, qui est l'idée de sense making, qui vient de l'inaction, etc. C'est-à-dire qu'on part toujours d'un couplage où il y a trop de sens à quelque façon, et notre but, c'est construire une niche sémiotique pour minimiser l'effort utiliser les normes, les habitudes, les institutions, etc., pour maintenir on travaille pour minimiser le travail, si vous passez l'expression. Alors, si les signifiés, les sense-making, c'est-à-dire cette activité de coupure du monde environnement à partir d'un système de valeurs qui sont significatives pour l'organisme,
Alors ça, moi je dirais que ChatGPT fait du sense making parce que lui il coupe, il a le système de valeurs, etc. Et moi, parce que j'ai écouté toutes les interventions, la tienne en plus, parce que sur ça, je n'ai pas eu le courage d'aller dans cette direction-là, parce que, bon, il me semblait un peu trop. J'ai toujours, pour cette séance, j'ai pris la conception du signifié liée au signifiant que tout le monde utilise. Mais si je dois si je dois aller dans la direction où tu m'indiquais en quelque façon, je ne sais pas si j'utiliserais peut-être forme de l'expression, forme de contenu, signifié, signifiant, peut-être que j'utiliserais signifié dans un autre traduction, c'est ça. Et alors, si on va changer ça, mais je n'ai pas eu le courage de le faire parce que ça veut dire, ça peut mettre en discussion tout. Ça peut dire, avec l'intelligence artificielle, on doit essayer de faire une sémiotique nouvelle, en quelque façon. Je n'ai pas voulu me pousser juste là. Et alors, j'ai essayé de rester un peu sur le discours. Tu as vu que moi, j'étais ensemble les sémiotiques monoplanaires avec la manipulation syntaxique du plan de l'expression qui ne sont pas du tout la même chose, etc. Alors, j'ai essayé un peu parce que j'écoutais tout de rester parce que c'était déjà peut-être trop. Mais je suis tout à fait d'accord. Alors, peut-être que si la prochaine fois que je serai invité, j'essaierai d'être plus courageux la prochaine fois. Non, mais la dernière fois que j'ai parlé de ça, de sémiotique monoplane, j'étais pas très à l'aise non plus. Je crois que sémiotique monoplane, c'est peut-être l'aveu qu'on n'a pas réussi à trouver quel est le corrélat en termes de contenu. Moi, je n'ai pas bien compris aussi ce que James Lev disait, parce qu'il dit des choses, l'exemple du sémaphore, et il y a toujours des choses qui ne marchent bien. Peut-être que ça peut être aussi intéressant de retourner. Non, merci à toi. Merci, Jean Petitot. Oui, ciao, Paola. Merci, c'était très intéressant. Tu as déjà en partie répondu à la question que je voulais poser. Donc, je vais la résumer. Mais disons, j'ai toujours été insatisfait par la façon dont on pose la question de savoir si une machine peut penser. J'estime que poser la question de cette façon-là, c'est un problème mal posé, parce que nous sommes des machines qui pensent. Voilà. Nous sommes des machines biologiques qui pensent. Donc la question de savoir si une machine peut penser, c'est un faux problème. Bon. En fait, il faut plutôt poser la question de savoir quels sont les différents types de pensée qui correspondent à différents types de machines. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est des gens comme Peirce, c'est des gens comme Turing qui ont raison. Bon. Hein. Donc maintenant, pour revenir à la façon dont nous pensons, je trouve que ce que tu as dit sur les signifiés en disant ils correspondent à notre façon de penser est très intéressant. Nous sommes des machines biologiques qui pensent avec des signifiés. Et il y a d'autres machines non biologiques ou biologiques différentes de nous qui pensent éventuellement sans signifier. C'est un problème de design, c'est un problème d'architecture fonctionnelle des machines. Et donc, pour moi, comme tu le sais, penser avec des signifiés renvoie au problème des corrélats neuronaux des signifiés, puisque nous sommes des machines biologiques qui pensent avec nos cerveaux. La question est de savoir quels sont les corrélats neuronaux des signifiés. Alors, ce que tu as dit en passant comme ça 2 ou 3 fois sur le fait que, par exemple, dans la perception, on est obligé d'éliminer énormément d'informations, de retenir que des informations pertinentes, c'est un problème général de notre activité cérébrale.
qui est une activité de compression. Hein, on compresse les informations. Alors ça, c'est peut-être une idée très intéressante pour penser biologiquement les signifiés, hein, comme liés à des modes de compression des informations, sinon il y aurait un overflow des informations externes. Tu as cité l'énaction, et je pense que c'est un bon cadre pour ça. Hein, tu sais que j'ai beaucoup travaillé avec Varela, enfin, sur la naturalisation de la phénoménologie. Et je pense que c'est un problème de naturalisation de l'intentionnalité qui est derrière ce que tu nous as exposé. Hein. Et que là, c'est effectivement, comme vient de le dire Jacques, sans doute très intéressant pour la sémiotique de reprendre dans ces nouveaux cadres intelligence artificielle, naturalisation de la phénoménologie, les problèmes sémiotiques classiques. Voilà. Non, mais Jean, moi, j'ai étudié avec toi. Alors, j'étais au CREA quand vous étiez en train de faire ça. J'imagine que ça m'a beaucoup influencé et encore influence ma façon de faire de la sémiotique. C'était un doctorat et c'était une expérience enthousiasmante d'être là avec vous. Alors, ça, c'est quoi que tu peux aller voir. Et ce que je voudrais seulement ajouter à tout ça, moi, je suis sûr que tu connais, c'est une chose qui, bon, notre information, et la découverte la plus intéressante, à mon avis, dans les neurosciences des dernières 3-4 années, c'est le Default Mode Network, peut-être que tu le connais très bien, que ça veut dire que c'est l'architecture fonctionnelle de ces réseaux de neurones qui active quand on ne fait rien. Et que c'est la chose qu'on fait et qui est la même quand on dialogue entre nous, quand on exerce notre capacité de subjectivité. Et on réfléchit sur nous-mêmes, on fait du musement, pour citer personne, on va planifier ce qu'on va faire demain, etc. Alors aussi, dans les default mode network, il y a quelque chose qui renvoie à la structure de l'énonciation et à un projet, en quelque façon, c'est ce que tu es en train de dire des correspondances entre, ça veut dire nature sémiotique, quelque part, réseau de neurones et ce qu'on fait l'expérience au niveau des signifiés, mais qui a des corrélats qui maintenant, on est parfaitement à l'aise à étudier et on peut faire de nouveaux choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 ans. Hein. Ça c'est bien évident. Et je te remercie pour ta remarque sur la perception, parce que ça c'est exactement la direction où j'aimerais aller. Dans mon cognitive sémiotique, j'ai essayé un peu de faire ça. Et je crois que c'est un petit peu une évidence. On doit comprimer ce qu'on fait et les signifier, les sens. Et il nous faut faire exactement ça, cette opération de filtrage. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup au public. Merci beaucoup Claudio. Merci à vous. François Rastier. On se voit quand on se remercie entre nous. Merci. On se revoit le 29 mai pour le prochain séminaire. Merci à tout le monde et à ceux qui étaient à distance. Claudio, tu salues bien les amis de Bologne. Oui, je vais le faire. On se voit tôt, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont en train de marcher. La prochaine fois, on va se voir avec Andrea Valle, Cristina Voto et Rossana De Angelis. 29 mai. Ciao, ciao. Ciao, ciao.